Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler caméra et rendu, notamment avec les paramétrages d'output, bien les différencier avec les paramétrages caméra qu'on verra dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et également, je vais vous présenter un petit peu l'interface graphique qui s'affiche quand on lance un rendu, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai jamais présenté, et j'ai eu quelques questions sur ça, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, un rappel nécessaire, parce que c'est très important de comprendre ça, que j'ai fait plein de fois, mais on ne sait jamais, j'aime bien vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'un rendu? C'est une notion qui est difficile à comprendre pour certains. C'est, pour faire très simple, l'interprétation de l'environnement 3D selon la perspective et selon la vue de la caméra. D'accord? Donc, elle va compiler les informations d'éclairage, de matériaux, d'environnement pour vous afficher une image. Ok? Alors, cette image, comment on l'affiche? Déjà, sachez que c'est nécessaire un calcul, ce qu'on appelle ce calcul-là le rendu, cette conversion d'informations. Soit vous allez dans Render, Render Image, soit vous appuyez sur F12. Et là, il va y avoir un calcul qui prend plus ou moins de temps en fonction de votre machine, donc ça, je vais déjà expliquer. Et on a ceci, en fonction de votre ordre de rendu, ça va différencier. Et déjà là, j'ai des informations qui sont importantes, mais imaginez, donc là, c'est pour répondre à la première question qui revient souvent, imaginez si vous fermez ça. Sachant que la fenêtre apparaît automatiquement quand vous lancez un rendu, il y a beaucoup de débutants qui me disent je suis un petit peu embêté quand je ferme la fenêtre de rendu, que je veux rafficher mon image, mais je suis obligé de relancer un rendu, c'est mal fait. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous avez un raccourci clavier qui permet de réouvrir le rendu précédent, donc cette fameuse fenêtre de render. Soit vous allez dans Render et View Render, soit vous appuyez tout simplement sur F11. Donc vous voyez, je suis dans la vue 3D, j'appuie sur F11, hop là, ça me réouvre mon Blender Render. Ok? Donc ça c'est très pratique, ça vous évite de relancer un rendu à chaque fois. Effectivement, j'avais jamais énoncé cette notion-là, mais dites-vous que s'il y a quelque chose qui vous paraît contre-intuitif, il y a forcément une manière pour contourner le problème. Là, en l'occurrence, on ne va pas relancer un rendu à chaque fois qu'on veut afficher le rendu précédent. Et là, j'ai des informations qui sont pas mal. Ces informations qui sont bien se situent en haut à gauche. Donc désolé, j'ai cliqué, c'est pas ça que je voulais faire. En haut à gauche, on a plein d'infos. On a la frame qui a été rendue. Donc là, c'est la frame numéro 1. Ça va être très important quand on va faire des animations. Une frame, c'est quoi? C'est une image. Ok? Vous avez ensuite le temps de rendu qui a été nécessaire pour faire cette image-là. Donc là, ça m'a pris 7 secondes et 13 millisecondes. Alors vous inquiétez pas ici si ça dépasse de 60, c'est parce qu'on est en millisecondes, comme je viens de le dire, pardon. Donc millisecondes, secondes, minutes. Ensuite, on a des informations de mémoire et de RAM. Donc la RAM qui a été nécessaire pour le rendu, à combien elle est montée au maximum, quel était son pic. Ça, c'est très important parce que des fois, quand vous allez faire un rendu, en fonction de votre configuration, vous allez avoir un joli message d'erreur qui vous dit out of memory ou quelque chose comme ça pour dire que l'ordi n'a plus de RAM. Alors ça va dépendre du moteur de rendu. Donc là, je vais parler pour Cycles. Et ça va dépendre également de votre configuration et du device que vous avez choisi. Si vous faites un rendu GPU, Blender va utiliser par défaut la VRAM. Donc la RAM vidéo. Si vous êtes avec Coptix, pas très bien optimisé, parce que c'est relativement nouveau, même si c'est plus rapide, il va avoir tendance à stocker des choses en RAM qui ne sont pas forcément nécessaires, et il ne va pas le vider au fur et à mesure. Donc vous allez très vite arriver sur une saturation de la VRAM. Donc pour éviter ce problème, il y a plusieurs possibilités. Soit on passe avec CUDA, qui gère un petit peu mieux la RAM, en l'occurrence la VRAM vu qu'on est sur carte graphique, soit on passe par rendu hybride ou par CPU. Pourquoi? Parce que d'une manière globale sur les configurations de PC actuelles, à l'heure où je vous parle en 2021, peut-être que si vous regardez cette vidéo dans 20 ans, ça aura changé. Mais actuellement, on a d'une manière globale beaucoup plus de RAM que de VRAM. Donc la RAM, vous savez, c'est les fameuses barrettes qu'on vient brancher sur la carte mère. La plupart du temps, les gens aujourd'hui ont 8 Go, 16 Go, voire 32 Go de RAM. Mais 8, on va dire que c'est la moyenne. C'est quand même relativement supérieur à ce qui est présent sur les cartes graphiques. Donc sur les cartes graphiques, on parle de VRAM parce que c'est de la RAM vidéo qui est vraiment dédiée à la carte graphique. Donc en fonction de votre carte graphique, ça peut varier. Vous pouvez très bien avoir une carte graphique qui a plus de RAM que votre RAM d'ordi. Donc ça va dépendre, mais d'une manière globale, c'est comme ça que ça marche. Ça a tendance à s'inverser un petit peu avec les nouvelles RTX. On voit certaines cartes qui ont, je crois, 24 Go de VRAM, ce qui est énorme. Mais voilà, d'une manière globale, on fait ça. En fonction des moteurs de rendu, ça peut gérer le swap, ça peut même virtualiser de la RAM sur votre disque dur. Voilà, donc il y a encore plein d'améliorations à ce niveau-là pour Blender et pour Cycles, mais sachez que si vous avez des problèmes à ce niveau-là, ça vient de la mémoire nécessaire au rendu. Vous pouvez renommer votre image si vous voulez, juste en haut. Et vous avez déjà une notion qui est importante qu'on m'a beaucoup demandé parce que je le montre souvent sans l'expliquer, dans mes lives notamment, ce sont les slots. Les slots, c'est quoi? Ce sont des emplacements de rendu. Ça, c'est très important. Imaginons que vous faites ce rendu-là, vous dites, ok, c'est pas mal, mais
je voudrais voir ce que ça donne si je recule un petit peu plus la caméra. Mais je vais passer sur le slot numéro 2, je vais fermer cette fenêtre-là, je vais prendre ma caméra, je vais la déplacer, par exemple comme ceci, voilà. Et là, je rappuie sur F12. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'en haut, il m'a gardé en mémoire mon slot 2. Donc là, il va enregistrer sur l'emplacement numéro 2 de rendu. Ok, mon rendu est terminé. Et je peux facilement passer du slot 2 au slot 1 et je vois la différence entre mes deux rendus. Et je peux me dire, ah ouais, effectivement, le 2 est mieux, donc je peux enregistrer ma scène comme ça, vous faites ce que vous voulez. Ou me dire, au contraire, je préférais le 1, donc je peux faire un CTRL Z ici pour repositionner ma caméra et revenir sur le slot 1 par exemple, ça c'est pas très important, pour réécraser mon rendu. Sachez que lui, il va rien enregistrer automatiquement. Hein. Donc si vous faites un rendu à nouveau sur le slot 2, il va écraser ceci. Vous avez pas mal d'emplacements. Si vous en voulez plus, c'est possible, on le verra juste après. D'abord, ceci, on va pas le voir aujourd'hui. Composite, ça permet de sélectionner le layer, donc le calque de rendu. Donc ça va être très important quand on va voir le compositing dans les vidéos qui viendront un petit peu plus tard dans la formation, pour afficher différentes choses, par exemple le layer d'ambiance occlusion, le layer de plein de choses, d'ombre, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous allez définir dans les outputs, vous allez pouvoir le régler ici. Vous avez également les channels, donc le color est alpha. Donc là, vu que j'ai quelque chose de plein, je n'ai pas trop de différence entre le color et le color en alpha. J'ai également l'alpha, là c'est quelque chose de tout blanc parce que tout est opaque sur mon image. Vous avez le Z-buffer qui est la profondeur. Vous avez le red, green, blue. Donc ça c'est très intéressant si vous voulez faire un petit peu des séparations de couleurs pour gérer un petit peu plus manuellement en compositing. Et vous pouvez également, en cliquant sur cette petite flèche-là, ouvrir des paramétrages qui sont assez intéressants. Donc notamment si vous allez ici dans Scopes. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai jamais touché, que je regarde de temps en temps parce que je trouve ça intéressant, et qui va plus parler aux photographes, aux graphistes qui sont habitués à du Photoshop, à du Lightroom. Vous avez un histogramme de couleurs, un waveform, vous avez un vectorscope, pardon, je ne sais même pas comment on lit ça vraiment, mais sachez que ça existe. Je n'ai jamais utilisé, mais c'est présent ici, pour ceux qui veulent vraiment pousser dans les détails pour voir ce qui se ressort de votre image. Donc voilà, je disais également que vous pouvez augmenter le nombre de slots. Imaginez que 2 ce n'est pas suffisant, mais vous pouvez aller dans Image ici et vous pouvez rajouter des slots en cliquant sur plus. Je ne sais pas s'il y a une limite, là j'en ai mis 20, vous voyez que du coup j'ai 20 slots. Globalement, je ne suis jamais allé au-delà de 15 on va dire, pour faire beaucoup de tests, mais sachez que vous pouvez les gérer ici. Ok? Je ne pense pas qu'il y ait une limite, je pense pas qu'il y ait une limite. Et je vais fermer ça. Et je vais vous parler d'une autre notion qui est la notion de résolution XY. Imaginons que vous voulez changer la taille de votre rendu, la résolution de celui-ci. La limite qui est floue pour ceux qui débutent pose la question suivante. Est-ce que ceci est un paramétrage de caméra ou est-ce que ceci est un paramétrage de sortie, d'output? Mais c'est un paramétrage de sortie, de rendu, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur une propriété physique de la caméra. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo, mais ça va être par exemple l'épaisseur d'une lentille pour avoir une ouverture plus ou moins grande en termes de field of view, de champ de vision. Ça peut être, est-ce que la caméra est en perspective ou en orthographique? Oui, orthographique, pardon. Ça, ce sont des propriétés qu'on peut gérer directement sur la caméra, mais la résolution de sortie, c'est sur l'output. Donc, il faut bien faire la différence entre les paramétrages de caméra et d'output, même si les deux sont étroitement liés. D'accord? Donc on a une résolution en X et Y. Là je suis à 1920 par 1080, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du Full HD de base en 16 neuvième. Donc si je fais F12, logiquement je devrais avoir du 1920 par 1080. Eh bien non, j'ai quelque chose qui est divisé par 2. Pourquoi? Parce que je lui ai indiqué ce fameux pourcentage de 50%. Et ça on le voit très bien si j'appuie sur F11 et que je retourne dans Image. On voit que mon image fait bien 960, qui est la moitié de 1920, par 540, qui est la moitié de 1080. Et on a du RGBA plus une place de profondeur. Ça, c'est encore autre chose. Donc, ce que je vous conseille, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on met ici la résolution de sortie objectif que l'on veut. Donc, si je veux faire un rendu à 1920 par 1080, ici, je vais mettre à 1920 par 1080. Et je vais commencer par un pourcentage petit. J'ai fait ma scène, je vais faire un test d'éclairage. J'appuie sur F12 avec du 20%. Ça peut vous paraître ridicule, mais déjà, ça vous permet d'avoir une première appréhension de votre éclairage. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer à 100%, d'attendre 3 heures et de s'apercevoir qu'en fait, on n'a pas activé nos lumières et que du coup, on a un rendu tout noir. Donc, si on fait déjà un pré-rendu à 20%, ça permet d'éviter certains soucis qu'on peut retrouver par la suite. Donc là, je suis à 20%, mais je peux augmenter un petit peu. On va dire que c'est bon. Je peux passer, par exemple, à 50%. Du coup, on va retomber sur ce que j'avais tout à l'heure. Vous voyez que du coup, ça prend un petit peu plus de temps, bien évidemment. Et si je me dis, OK,
bah là, le résultat, il est vraiment pas mal. Je vais partir sur ça, je fais mes petits réglages de light. Ensuite, je peux aller sur du 100%. Voilà. Il y a une autre école. L'autre école, c'est de partir sur une résolution faible ici, et là, d'augmenter à partir d'aller au-dessus de 100%. On croirait que visuellement, ici, en touchant le curseur, on peut aller que de 1 à 100%, mais en cliquant ici, en rentrant une valeur numérique, on peut bypasser cette limite. Je peux mettre 200% ici. Auquel cas, là, j'aurai un rendu en 4K. J'aurai en hauteur du 2160, 2160p. Donc ça, c'est également des ratios qu'il faut connaître. Donc si vous faites un rendu en 16 neuvième, on a l'HD de base, qui maintenant est plus trop utilisé, qui est le 1280 par 720. On a l'intermédiaire en 16 neuvième, qui est le 1600 par 900. On a le Full HD, ce que j'ai ici, 1920 par 1080. On a la 2K, qui est du 1440p. Donc quand on parle de P en résolution, c'est la hauteur en Y. Donc ici, ce serait 1440. Et on a le 2160, qui est la 4K. Voilà, c'est le truc qu'il faut connaître. Mais la notion qui est très importante, c'est que l'on voit dans la vue 3D, ici, vous voyez, ma vision de caméra. On pourrait se dire, quand je baisse ce pourcentage, ça devrait réduire ceci. Ça, c'est ce qu'on se dit souvent quand on débute. En fait, non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, ce qui est affiché, c'est un ratio. C'est un ratio de ma caméra qui est basé sur son champ de vision. Le fait de changer un pourcentage ici en échelle de rendu, c'est comme je viens de le dire, une échelle de rendu. En fait, on garde le ratio, mais on va baisser la résolution. Ce ratio est défini par le rapport X par Y. On parle de 16 neuvième, parce que là, si on divise ça et ceci, on peut tomber sur du 16,9 en dénominateur commun. Je ne sais plus comment, diviseur commun. Je ne sais plus exactement comment on appelle ça, ça remonte à longtemps. Mais voilà, donc si je divise ça par ça, on tombe sur 16 divisé par 9. Ok? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Donc si je mets ici 1280 par 720, vous voyez, ça ne m'a rien changé visuellement. Par contre, si je mets 1600 par 720, on n'a plus le ratio 16 neuvième. Donc là, j'ai plus du 9 et 16 ici, en termes de ratio. J'ai plus ça du tout. J'ai une image qui s'est écrasée. Et plus je vais augmenter ma résolution en X, plus vous voyez, ça va m'écraser mon image. Ça ne veut pas dire qu'elle sera plus petite en termes de sortie. Ça veut dire que mon ratio sera différent. Mais il y aura beaucoup plus de pixels, donc au contraire, elle sera plus grande. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Ici, je réduis ici mon X. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais atterrir sur quelque chose qui est équivalent en X et Y. Et du coup, je vais avoir une image qui est carrée. Et si je réduis encore le X, mais du coup, on va avoir quelque chose qui est écrasé en largeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Vous voyez, je peux changer la largeur et la hauteur en changeant uniquement le X et le Y. Donc c'est assez difficile à comprendre. Il faut faire plein de petits tests. Sachez que la plupart du temps, on fait des rendus en 16 neuvième. Voire un petit peu plus écrasé si c'est rendu cinéma ou autre, qu'on va rajouter des bandes noires en haut ou en bas. Si vous voulez faire un rendu par exemple pour Instagram, mais vous pouvez passer en 800 par 800, voilà, comme ça vous fait quelque chose de carré parce qu'Instagram fonctionne en carré. Vous pouvez faire plein de choses ici, mais c'est très important de comprendre ceci. Ok? Le output, pour le moment, on ne va pas s'en occuper parce que c'est plutôt sur des paramétrages de sortie en termes d'animation. Mais imaginons que je veuille enregistrer, voilà, 1280 par 720, ce rendu-là, je ne vais pas aller dans Output, je vais faire un F12. Ça va me faire le calcul. Je ne sais pas si je l'avais déjà lancé, peut-être que je l'ai lancé en double, du coup, ça sert un petit peu à rien, mais vous allez comprendre ce que je vais dire. Si je veux enregistrer cette image-là, comment je fais? Mais très facilement, je vais sur cette fenêtre, donc je peux l'afficher avec F11 tout simplement, et je fais Image, Save As, et là, il vous demande d'enregistrer l'image. Vous avez le file format en haut à droite. Donc ça, je pense que vous connaissez. Souvent, on utilise le PNG, le JPEG ou le XR. Le XR a l'avantage d'encapsuler des informations de passe quand on fait du compositing. On n'y est pas encore. Je pense que pour vous, le PNG et le JPEG peuvent répondre à la plupart des choses. N'oubliez pas que le JPEG ne possède pas de channel alpha, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas enregistrer la transparence. C'est soit du black and white, donc une échelle de gris, soit du RGB, red, green, blue. Alors que le PNG qui est présent ici, vous avez soit du black and white, soit du RGB, soit du RGB-A. Et le A signifie alpha, donc vous allez avoir une opacité présente sur votre image. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour les paramétrages d'output et un petit peu le Blender Render. On a fait un tour très global de l'interface, ce que je juge important, qu'on va réutiliser pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, du coup, on verra les paramétrages de caméra avec du perspective, du orthographique, distance focale, tout ça, tout ça. Ok? Allez, ciao ciao et bon apprentissage. A plus.